nous allons parler de gestes éco-guidés en médecine fœtale. Alors, il y a de très nombreux gestes éco-guidés qui sont utilisés dans le cadre de la médecine fœtale. On va prendre en fait essentiellement trois exemples: ponction, dérivation et embolisation, puisque c'était le sujet qui m'était demandé. Et donc, on va commencer par quelques généralités. Alors, ces thérapeutiques fœtales, même si y a un catalogue assez important, sont en fait assez limitées dans leur utilisation. Elles doivent faire l'objet d'une utilisation raisonnée, et il ne faut jamais perdre de vue la morbidité que peuvent avoir ces gestes éco-guidés, morbidité fœtale, même si souvent on essaie de diminuer cette morbidité justement par ce geste, morbidité maternelle également. Il faut se souvenir qu'il existe des complications, en particulier infectieuses. Quand on entre une aiguille dans un utérus, on peut mettre en jeu une morbidité infectieuse. Il y a des cas répertoriés, publiés, de mort maternelle dans des situations infectieuses de gestes éco-guidés. Donc, les indications doivent être réellement réfléchies. Alors, quel est l'objectif de ces gestes? Ça peut être de guérir une situation, c'est assez rare en fait, plutôt de ralentir ou de limiter l'évolution pour permettre de gagner du temps et d'arriver jusqu'à un terme où la prématurité sera moins problématique pour la prise en charge néonatale. Et puis, ça peut être aussi de limiter l'impact, parce qu'il existe une compression en particulier sur un organe ou sur la grossesse elle-même. Alors, c'est un peu artificiel, on peut distinguer un effet obstétrical. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on fait un amniodrainage, où on va diminuer la quantité de liquide amniotique pour éviter une surdistension utérine et des contractions et un risque d'accouchement prématuré. Ou lorsque l'on va traiter par des injections de L-thyroxine intra-amniotique un goitre fœtal hypothyroïdien, par exemple, de façon à limiter la compression sur l'ésophage, limiter l'hydramnios et de diminuer l'hyperextension de la tête. On va essayer de régler un problème qui est plutôt là, un problème obstétrical. Parfois, c'est plutôt sur le fœtus qu'on veut agir, c'est d'ailleurs plus souvent sur le fœtus, en ayant une action directe sur l'organe ou en faisant intervenir un mécanisme physiologique qui va permettre d'améliorer l'état fœtal. Alors, il y a toujours évidemment un certain nombre de choses qui sont prérequises à partir du moment où on envisage un traitement éco-guidé, un traitement invasif, comme on dit parfois, en médecine fœtale. Alors, les indications validées par de l'evidence-based medicine, il n'y en a quand même pas beaucoup. On est quand même dans un domaine de pathologie assez rare. Il n'y a pas de grosses séries. Il y a encore moins souvent d'essais randomisés. C'est exceptionnel qu'il y ait des essais randomisés en médecine fœtale. Et par contre, si on veut quand même avoir des indications qui sont relativement solides, robustes, il faut quand même les faire passer sous les fourches codines d'une discussion pluridisciplinaire. Et c'est quand même souvent dans les CPDPN que ce genre de choses se déroule au mieux. La patiente doit bien évidemment être informée, elle doit donner un consentement. Alors, on ne fait pas forcément signer un papier, mais il est très important qu'elle ait bien compris les tenants et les aboutissants du geste, de façon à accepter souvent quand même l'incertitude thérapeutique qui va avec ce type de geste. Il faut également que la patiente soit prise en charge dans un cadre qui permette de prendre en charge les complications si elles surviennent, en particulier une maternité de type 3, s'il y a une prématurité. Il sera d'ailleurs parfois important de mettre en place une corticothérapie préventive si on pense que le geste risque de se compliquer d'une nécessité d'extraction en toute urgence chez un prématuré. Il faut disposer d'une salle aseptique de type bloc opératoire, une équipe pédiatrique prévenue et la possibilité de faire une césarienne code rouge si les choses tournent mal. Et puis, il y a des éléments également liés à l'opérateur. Il ne faut pas se lancer dans des thérapeutiques fœtales qu'on ne maîtrise pas bien. Il faut avoir une certaine expérience des gestes éco-guidés avec, si on peut dire, mais c'est un peu artificiel, en fait, on considère un niveau de précision qui va croissant au fur et à mesure où la cible potentielle est de plus en plus petite. Sur une amniosynthèse, la cible fait plusieurs centimètres. C'est
citernes de liquide amniotique. Sur une choriosynthèse, une biopsie de trophoblaste, le placenta, c'est 1 cm, 1,5 cm à des termes précoces. La chordosynthèse, c'est quelques millimètres. Et si on veut aller jusqu'à ponctionner un vaisseau sanguin, par exemple, pour faire une embolisation, la cible est encore plus petite. Donc, il faut un niveau de précision encore plus important. Et donc, ça nécessite de l'expérience. Et puis, dernier point, il n'est pas question d'envisager de thérapeutique fétale sans une analgésie maternelle et fétale. Et l'analgésie maternelle peut être parfois une anesthésie locale ou une anesthésie loco-régionale, une rachianesthésie ou une rachipérie. Et puis une analgésie fétale indispensable avec des morphiniques, soit injectés par voie intracordonale ou par voie intramusculaire. Alors, il y a un papier de 2012 de Van Velde qui rapporte bien ce que l'on peut utiliser en matière d'analgésie à la fois maternelle et fétale, en fonction du type de geste. On le voit, bon, la chirurgie ouverte, c'est quand même assez exceptionnel, c'est réservé à quelques centres. La chirurgie fétoscopique, là aussi, on le voit, la nécessité d'utiliser, enfin, en tout cas, quand on touche le fœtus, une analgésie fétale, et puis les différents autres types de gestes qui sont faits chez le fœtus, en particulier la pose d'un drain, par exemple, nécessitera à la fois une analgésie, mais une immobilisation fétale également avec un dérivé curable. Alors, on va voir 3 situations. Bon, on ne peut pas passer tout en revue, évidemment. La première situation, ce sont les kystes ovariens fœtaux, puisqu'on avait, nous, à Tours, pas mal travaillé sur cette question-là. Ces kystes ovariens se présentent comme des découvertes du 3e trimestre chez des fœtus de sexe féminin. Une image anéchogène, située dans l'abdomen du fœtus, d'ailleurs beaucoup plus souvent dans l'abdomen que dans le pelvis, puisque l'ovaire chez le fœtus est quand même relativement haut et mobile, avec une taille qui peut aller de 20 à 30 mm jusqu'à plus de 10 cm. Alors même si il y a des séries autopsiques qui font état de fréquences très importantes de kystes ovariens, ce sont en fait vraisemblablement des follicules un peu évolués. Et en fait, le kyste ovarien fœtal en lui-même est une pathologie quand même relativement rare. 1 pour 2500 grossesses, vous voyez, c'est quand même pas une pathologie ultra fréquente. Ce sont des kystes fonctionnels, ce sont presque jamais des tumeurs même bénignes, ce sont souvent des stimulations gonadiques prénatales qui mettent en marche l'ovaire et qui créent en fait des kystes qui sont des kystes fonctionnels, qui vont progressivement régresser en période postnatale. La difficulté de ces kystes, le problème qu'ils posent, c'est qu'ils rendent l'ovaire parfaitement sphérique et que cet ovaire sphérique, associé à des ligaments souvent utéro-ovariens et un ligament lombo-ovarien particulièrement souple, font que l'ovaire va pouvoir se tordre extrêmement facilement. Et donc c'est ça, c'est la complication de torsion avec le risque de perte fonctionnelle de l'ovaire et ou de complications anté- et postnatales de la torsion qui font que ces kystes posent problème en prénatal. On peut distinguer sur le plan échographique un aspect non compliqué, on va dire, de kyste simple, parfaitement anéchogène, transsonore, paroi fine. Donc ça, c'est vraiment le kyste dans sa forme non compliquée, il n'y a pas de torsion. Et puis le kyste complexe, qui lui perd son caractère complètement transsonore, devient mixte. Alors on voit apparaître soit un sédiment hyperéchogène, soit des cloisons, soit une véritable image comme ici de caillots organisés qui permettent avec une assez bonne spécificité d'imaginer qu'une torsion s'est produite ou une complication de type hémorragie intrachystique, mais cette hémorragie intrachystique est très très souvent associée en fait à la torsion. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a souvent peu d'evidence-based médecine en médecine fétale. Nous, on a voulu avancer, on a mis en place un essai randomisé. Il nous a pris du temps, cet essai randomisé. C'était un des premiers gros essais qu'on a pu mettre en place multicentrique au CHU de Tours en obstétrique, donc qui visait à essayer de déterminer si la ponction prénatale de ces kystes ovariens fœtaux pouvait avoir un bénéfice en matière d'outcome néonatal. Donc c'est un essai prospectif, ouvert bien évidemment, puisqu'on ne pouvait pas masquer à la patiente ni au reste de l'équipe
que le kyste était ponctionné, mais quand même un essai randomisé, 9 centres, des grossesses de plus de 28 semaines, des critères d'inclusion des patientes classiques, des kystes de plus de 30 mm, avec une exclusion des kystes compliqués. On n'a pris en compte que les kystes parfaitement transsonores et chez des patientes qui avaient des grossesses qui se déroulaient bien, parfaitement bien. Elles ont été randomisées de façon stratifiée sur la taille du kyste, donc aspiration ou expectative ou surveillance. L'intervention se déroulait sous contrôle échographique, une ponction, donc avec une aspiration du kyste, sous anesthésie locale maternelle, sans anesthésie fétale, puisqu'on ne voulait pas, pour une simple ponction du kyste, majorer le risque en faisant une injection au niveau du cordon ombilical. Le critère de jugement, puisqu'il n'était pas possible de faire de célioscopie à tous les enfants à la naissance pour juger de la torsion ancienne ou pas, était uniquement basé sur la nécessité d'une chirurgie néonatale, c'est-à-dire qu'on a dans notre hypothèse considéré que le fait de ponctionner in utero ces kystes permettrait d'éviter de 40% le risque de chirurgie en faisant passer de 50 à 10%. Donc 66 patientes éligibles se sont vues proposer l'étude, 61 ont été randomisées, 5 refus, et donc 34 dans le groupe aspiration, 27 dans le groupe surveillance, avec une perdue de vue simplement dans le groupe aspiration. Alors, toutes les ponctions ont pu être réalisées, même si, enfin, toutes les ponctions dans le groupe aspiration ont pu être réalisées, même s'il y a eu des ponctions incomplètes et même s'il y a eu 4 liquides qui étaient manquants. Donc, manquant ne signifie pas que le liquide n'était pas présent, mais qu'on n'avait pas de renseignements sur le côté clair ou teinté du liquide. 17 présentaient toujours une image de kyste affaissé après la ponction, c'est ça ce qu'on a appelé un kyste résiduel. 2 kystes sont devenus complexes après aspiration et 2 patientes ont eu des contractions au décours de la procédure. Donc vous voyez quand même une morbidité qui n'est pas complètement négligeable, même si c'est un geste qui peut paraître quand même relativement simple et bénin. Alors, on n'a pas pu mettre en évidence de différence entre le groupe ponctionné et le groupe surveillé en matière de chirurgie néonatale, puisque vous voyez qu'il y a une différence au bénéfice de la ponction quand même, 21% de chirurgie versus 37% de chirurgie dans le groupe surveillance, mais cette différence n'est pas significative sur l'effectif qu'on s'était donné. De même, on a une différence en matière de résolution anténatale du kyste, avec un peu plus de kystes, près de 50% des kystes qui vont disparaître dans la ponction versus 18 dans la surveillance, mais ce n'était pas notre critère de jugement principal. Les accouchements prématurés, vous voyez, il n'y en a pas plus, en tout cas dans le groupe aspiration. Il y en avait 3 dans le groupe surveillance même. C'est plutôt une différence pas significative, mais plutôt aux dépens de la surveillance. Et le seul élément significatif que l'on a entre nos deux groupes, c'est un taux plus faible d'ovariectomie dans le groupe aspiration par rapport au groupe surveillance. Même si on n'a pas de différence significative sur le taux de chirurgie, on a l'impression quand même que d'avoir aspiré l'ovaire, quand il y a une chirurgie, aboutit moins souvent à la nécessité de retirer l'ovaire que lorsqu'on a fait une simple surveillance. Ce critère nous paraît, même si ce n'était pas notre critère de jugement principal, quand même relativement bénéfique et aujourd'hui nous sert finalement à proposer aux patientes la réalisation d'un geste de ponction in utero devant un kyste anéchogène de l'ovaire. Deuxième exemple, l'exemple des amniodrainages. On a travaillé également à Tours sur l'amniodrainage, donc qui consiste à faire une amniosynthèse pour retirer du liquide amniotique, et on a proposé une étude pour valider le fait qu'une aspiration continue était préférable à une aspiration répétée à la seringue du liquide amniotique. Et on a fait pour ça une étude comparative. Donc notre technique d'aspiration, elle utilise
bocal classique d'aspiration murale, avec une aiguille à myosynthèse de 18 gauge, une anesthésie locale maternelle, une dépression de 250 mm de mercure, et quand on fait un amyodrainage, on essaie d'aller jusqu'à un index amniotique de 25 cm ou moins, ce qui est quand même la limite supérieure en matière de quantité de liquide pour parler d'hydramniose. Alors, dans notre série comparative, où on avait comparé 80 patientes, 40 aspirations à la seringue, 40 aspirations murales, on le voit, on a des différences significatives en matière de durée, surtout, c'est beaucoup plus rapide avec une aspiration murale. Et au final, comme il y a quand même une certaine douleur, on avait fait une évaluation analogique sur échelle analogique, on avait quand même des douleurs qui étaient plus importantes dans le groupe aspiration à la seringue que dans le groupe aspiration murale, une vitesse d'aspiration qui est beaucoup plus rapide évidemment avec l'aspiration murale, et donc moins d'arrêt pour un confort maternel. Donc on a un geste qui est quand même plus complet quand on utilise l'aspiration murale. On s'est intéressé également aux conséquences. Il n'y a pas de choses vraiment significatives, pas plus d'anomalies du rythme, pas plus d'HRP clinique. En particulier, on craignait de déclencher plus facilement des HRP avec une aspiration plus rapide. On voit, il n'y a pas de différence significative. Pas de différence également en dehors de rupture des membranes. La prématurité, bon, peut-être que ce n'était pas tout à fait les mêmes patientes. Ce n'est pas une étude randomisée, c'était juste une étude comparative. Et donc, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion sur ces chiffres-là. Mais en tout cas, il nous semble que cette étude nous permet de valider le fait d'une aspiration rapide de l'hydramnios, et plus c'est rapide, et finalement mieux c'est toléré par la mère, sans être à l'origine d'hématomes rétroplacentés. On passe à un geste un petit peu plus complexe, qui est celui du drainage pleuro-amniotique. Vous le savez, il y a dans certaines situations découverte échographique d'un épanchement pleural, uni ou bilatéral. Lorsque cet épanchement est isolé et unilatéral après une ponction qui met en évidence un liquide à forte prédominance lymphocytaire, on parlera de chylothorax. On sait qu'on doit à ce moment-là faire un bilan qui est un bilan complet devant un épanchement pleural, avec en particulier sur le plan maternel les recherches infectieuses, des recherches hémogrammes et tests de Kleihauer, et sur le plan fœtal, outre un karyotype, la recherche d'une anémie fœtale, une recherche d'une anomalie cardiaque, on va pouvoir proposer, dans un certain nombre de cas, la mise en place d'un drain pleuro-amniotique. Et ce drain pleuro-amniotique permet de mettre en communication la cavité pleurale avec la cavité amniotique, et au prix d'un équilibre des pressions, de réduire de façon assez importante l'épanchement pleural. Alors, plusieurs séries ont été publiées, permettent de voir qu'on a un taux de résolution de l'hydramnios et parfois même de l'hydrops qui va de 50 à 90% quasiment en fonction des séries. Donc c'est quelque chose qui est très efficace, en tout cas sur le plan, on va dire, échographique, des signes échographiques, avec un taux de survie également qui est assez satisfaisant. En tout cas, quand on connaît le taux de survie des épanchements pleuraux bilatéraux dans un contexte d'hydrops, on n'atteint pas des chiffres de 50 à 70% de survie. On utilise des cathéters pour mettre en place, on utilise des drains qui sont de deux types. Alors, il y a d'autres types qui sont plus exceptionnellement utilisés, soit le cathéter de Harrison, enfin le drain de Harrison, ou le drain de Rodek. Alors, il y a des détracteurs de l'un et de l'autre. Certains disent que le Harrison a tendance à glisser un peu, serait un petit peu court, que le Rodek serait un petit peu plus rigide et un petit peu plus stable. En tout cas, le Harrison serait peut-être plus facile à mettre en place parce que justement, il est un petit peu plus court et que son aiguille a surtout une pénétration qui est un petit peu meilleure que le trocard pour mettre en place le drain de Rodek. Voilà. Et aujourd'hui, on sait bien que dans la prise en charge, devant une progression de l'hydramnios ou de l'hydrops, après une première ponction qui permet de valider le fait qu'il s'agit bien d'un chylothorax, l'éventualité de la mise en place d'un shunt doit être envisagée dans un centre de type 3,
avec une cure de corticothérapie évidemment préalable et un opérateur là aussi qui doit être un opérateur entraîné. Alors on en a mis un en place, nous, il n'y a pas forcément très très longtemps, là, donc je vous ai rapporté la vidéo. Je suis désolé, elle est un peu floue, je ne sais pas pourquoi le transfert de l'appareil d'échographie sur ma présentation a abouti à un côté un peu flou. Donc vous voyez, on commence souvent, alors quand il existe un hydramnios, on n'a pas trop besoin de rajouter du liquide, mais on peut être amené à rajouter du liquide. On a fait bien sûr une analgésie fœtale et une immobilisation fœtale, et avec le trocar, dans un premier temps, on rentre directement à travers la paroi thoracique, à l'intérieur de cette effusion pleurale, dans cet épanchement, et on va voir progressivement descendre au bout du trocar, là, dont on voit l'extrémité à l'intérieur du thorax fœtal, le drain qui va, sur ces deux premières boucles, prendre sa position à l'intérieur de la cavité pleurale. Donc voilà, on doit être en train de le faire glisser là progressivement. Vous allez le voir apparaître au bout du trocar. Je vais peut-être avancer un peu. Voilà, je pense qu'on le voit arriver. Voilà, vous voyez, on voit la boucle là, qui est à l'intérieur de la cavité pleurale. Et donc, une fois cette première boucle intrapleurale mise en place, on va retirer progressivement le mandrin. Alors, c'est là qu'il faut faire attention de ne pas trop ascensionner le fœtus vers la paroi utérine et de garder un espace amniotique suffisamment important pour permettre à la deuxième boucle de se déployer. Alors là, on a une paroi thoracique qui est quand même relativement épaisse en raison de l'hydrops qu'avait ce fœtus. Et donc, c'était un peu délicat parce que la partie intrapariétale est quand même assez courte sur le drain de Harrison. Voilà, on voit donc se déployer progressivement, voilà, la deuxième boucle à l'extérieur de la paroi thoracique. Et voilà, le drain est complètement mis en place. Voilà, on voit la deuxième boucle qui apparaît à cet endroit-là. Et le drain est positionné. Le dernier exemple, c'est un exemple de geste in utero qu'on a développé également à Tours et qui ensuite s'est pas mal diffusé dans d'autres centres. C'est un geste d'embolisation in utero de tumeurs vasculaires placentaires que sont les chorioangiomes. Donc, les chorioangiomes sont des amartomes, c'est une tumeur parfaitement bénigne qui fait souvent saillie sur la plaque choriale. Alors, c'est une pathologie pas très fréquente puisque les formes vraiment qui posent problème, c'est-à-dire les formes de plus de 4 cm, c'est 1 sur 3500 grossesses à 1 sur 20 000, donc vous voyez, c'est quand même pas, ça court pas les rues. En pratique, il peut exister de tout petits chorioangiomes dans le placenta, parfois les anapathes les trouvent, mais nous, ceux qui nous intéressent, c'est les chorioangiomes géants qui font plus de 4 cm et qui sont dangereux pour la circulation et pour l'hémodynamique fœtale parce qu'il existe à l'intérieur du chorioangiome des shunts artério-veineux qui peuvent engendrer une insuffisance cardiaque. Alors, c'est des tumeurs qui sont assez faciles à mettre en évidence sur le plan échographique, encore faut-il regarder le placenta, mais on les voit très facilement sous la forme d'une image arrondie qui fait saillie parfois sur la plaque choriale, anéchogène par rapport au reste du placenta. Et quand on a le bon réflexe qui est celui de mettre en place le Doppler couleur à ce moment-là, de mettre la fenêtre de Doppler couleur, on voit que ce sont des tumeurs très richement vascularisées et donc on voit très très bien ces shunts intratumoraux. Alors, ce sont ces shunts qui sont responsables de complications. Et les complications fœtales sont toutes des complications qui sont liées à l'hyperdébit cardiaque et à cet effet shunt. Donc un hydramnios par accroissement du débit rénal, un retard de croissance intra-utérin dont la cause est vraisemblablement mixte, à la fois par vol vasculaire, qui est lié à la baisse des résistances périphériques, mais également aussi peut-être à un certain degré d'anémie fœtale. Il existe une anémie par hémolyse intravasculaire. Et puis, au final, c'est surtout l'insuffisance cardiaque hyperkinétique chez ce fœtus qui peut poser problème, responsable au maximum d'un anasarque et pouvant être également responsable de conséquences cardiologiques postnatales lorsqu'on laisse perdurer cette insuffisance cardiaque hyperkinétique pendant toute la grossesse.
Le pronostic, il est lié évidemment à l'importance des shunts et à leur effet sur le système cardiovasculaire fœtal. Il peut se produire donc une mort in utero, une prématurité qui est, dans la majorité des cas, une prématurité induite par l'équipe obstétricale qui craint les conséquences chez ce fœtus. Dans certains cas, on peut voir une thrombose du chorioangiome qui permet de guérir cet effet shunt. Et puis, des facteurs pronostiques ont été discutés dans la littérature. Ils ne sont pas absolus, mais on sait que plus la tumeur est importante, plus elle est proche du pied du cordon ombilical, plus le pronostic est mauvais, avec des risques d'apparition d'anasarque et la richesse également de la vascularisation tumorale, mais qui est difficile à apprécier de façon réellement objective, est vraisemblablement aussi un facteur, c'est logique. Plus il y a des shunts et plus les effets hémodynamiques sont importants. Alors, il y a un papier en 2019 qui fait un peu le point sur les différents effets possibles des chorioangiomes. On le voit, hein, ça a quand même un risque relatif important d'un grand nombre de choses, en particulier d'accouchement prématuré, évidemment, qu'il s'agisse de iatrogénique, mais également de spontané. Hein, il y a quand même de la prématurité non induite, enfin spontanée. Et puis, un risque également de mortalité périnatale qui est quand même 24 fois supérieur à la moyenne. Donc, c'est quand même une pathologie qui peut avoir des conséquences gravissimes. Alors, on peut en fait, en fonction de son orientation, et il n'y a pas non plus d'essai randomisé, hein, là non plus, soit proposer de surveiller l'hémodynamique fœtale et, en cas de détérioration, de faire naître cet enfant, ou on peut également proposer une dévascularisation qui consiste donc à aller thromboser ou à aller emboliser ces shunts pour pouvoir avoir une guérison spontanée et arrêter cet hyperdébit cardiaque. Alors, est-ce qu'il faut dévasculariser ou pas? C'est toute la question, mais il n'y a pas d'essai randomisé. Et s'il faut dévasculariser, à quel moment? Est-ce qu'il faut le faire devant un anasarque ou est-ce qu'il est déjà trop tard devant l'anasarque? Ça, bien sûr, aujourd'hui, personne ne peut répondre réellement à cette question. Alors, à Tours, on est assez interventionniste peut-être sur ces tumeurs, dans la mesure où on a pu standardiser leur prise en charge avec un minimum de morbidité, un minimum d'effets secondaires. Et donc, évidemment, ça nous a amené à désescalader dans le moment de l'indication. On n'attend pas la NASARC, évidemment, pour proposer une dévascularisation qu'on propose assez systématiquement quand on a une image échographique extrêmement riche en anastomose, en shunt intratumoraux. On proposera en cas de placenta antérieure plutôt une embolisation, c'est-à-dire donc un abord direct avec une aiguille de 18 gauges qui permet de passer à l'intérieur un microcathéter qui va permettre d'injecter à l'intérieur de la vascularisation de l'histoacryle, qui est utilisé aussi pour des malformations vasculaires cérébrales chez l'enfant, chez l'adulte. Cet histoacryle entraîne une thrombose des vaisseaux et permet donc d'exclure complètement sur le plan vasculaire cette tumeur avec ses shunts. Et puis en cas de placenta postérieure, parce qu'on ne veut pas effectuer d'abord direct des vaisseaux sur la plaque choriale, on va utiliser à ce moment-là plutôt le laser, le même laser que celui qui est utilisé pour les syndromes transfuseurs-transfusés, mais quand même avec une certaine précaution, puisqu'il s'agit de vaisseaux souvent avec des débits très importants. On est au 3e trimestre, et donc ce sont des vaisseaux qui, si on fait un trou dans le vaisseau avec le laser, c'est fini pour la grossesse, quoi. On n'a plus que le choix entre la césarienne en extrême urgence ou de voir décéder ce fœtus in utero. Donc c'est quand même un laser un peu compliqué aussi. On a pris en charge 28 chorioangiomes, comme ça, de plus de 4 cm, en un petit peu plus de 15 ans. On a eu pas mal de patientes qui nous ont été adressées par des centres qui n'effectuaient pas la prise en charge à l'époque, y compris les centres parisiens, avant qu'ils utilisent le laser. Parmi ces 28 chorioangiomes de plus de 4 cm, on n'a rien fait pour 4 parce qu'ils étaient déjà très pauvres en vascularisation, mais tous les autres ont été traités. 9 lasers, 15 embolisations, et on a en fait 24 devenirs favorables. Alors on a une mort fœtale in utero, effectivement, sur une embolisation, à une époque où la cartographie vasculaire que l'on faisait n'était pas d'une précision aussi forte que maintenant, et l'embolisation s'est effectuée dans le retour veineux en fait, du chorioangiome, plutôt que dans son
d'approvisionnement artériel, ce qui a été responsable d'une thrombose de la veine ombilicale qu'on n'a pas vu passer. Le rythme cardiaque de ce fœtus était normal après l'embolisation, et puis quelques heures plus tard, la thrombose de la veine ombilicale avait été responsable d'une mort fœtale in utero. Donc on sait maintenant qu'on ne peut pas faire d'embolisation si on n'a pas une cartographie vasculaire extrêmement précise, en particulier sur le plan artériel, et qu'il faut bien sûr emboliser l'artère et absolument jamais la veine. Donc ça, c'est un point extrêmement important qu'on a appris avec l'expérience, qui fait que maintenant, on ne refait plus évidemment ce genre d'erreur. 3 naissances prématurées, alors une qui était dans le groupe abstention, une autre qui était en rapport avec une prématurité induite sur un hématome rétroplacentaire qui est survenu plusieurs semaines après le geste éco-guidé. Était-il en lien avec le geste ou pas? On ne saura pas, on l'a attribué au geste, effectivement, même si cet hématome rétroplacentaire était un peu tardif. Voilà, dans le papier de 2019, ils ont fait aussi un petit peu le point sur les formes traitées. Ils ont pu mettre en évidence que le pronostic était évidemment amélioré puisqu'on avait une résolution de l'hydrops ou de l'état hyperdynamique dans pratiquement les 2 tiers des cas et une persistance dans 1 tiers des cas quand même de l'hydrops ou de l'hyperdébit cardiaque après la thérapeutique. Mais dans ce papier, ils ont repris toutes les modalités de thérapeutique, y compris des injections d'alcool intravasculaire, ce qui est utilisé aujourd'hui, ou le laser interstitiel, qui dans ce type de situation n'est peut-être pas le plus adapté quand même à la situation. Donc peut-être que, voilà, en ayant une population un peu plus homogène, on aurait des résultats qui seraient plus intéressants. Voilà, j'en arrive au bout de mon propos. Donc, vous avez compris que c'est des gestes qui sont souvent quand même compliqués, hein, et les indications sont quand même pas faciles à poser. C'est toujours très important de concerter quand même dans ces indications. Elles ne doivent pas être posées par un seul qui sait tout, hein. Personne ne sait tout et personne n'est plus intelligent que les autres. Donc c'est souvent la discussion pluridisciplinaire qui permet quand même d'aller au fond de la discussion et de poser au mieux les indications dans des centres de référence avec l'avis des parents qui doivent être vraiment partie prenante, ils doivent vraiment comprendre les incertitudes qui existent. Et puis, il faut colliger, évidemment, hein, tous ces traitements. C'est très important afin d'avoir des registres qui permettront de faire des statistiques. On manque de séries. Hein. Vous avez vu un papier en 2019 pour lequel il n'y a que 22 cas, c'est quand même pas beaucoup, pour pouvoir informer au mieux les patientes sur le pronostic de ces pathologies et de l'apport des traitements. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, bon. C'est bon? C'est dans la boîte? C'est bon dans la boîte, parfait. Ok, parfait. Bon, ben merci. Bonne Merci. soirée. Oui. Bon courage. Au revoir. Merci beaucoup.